Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, votre émission hebdomadaire consacrée au marché de l'art. Commençons par l'actualité. La compagnie d'assurance Hiscox a publié la deuxième édition de son Top 100, les artistes contemporains les plus vendus aux enchères en 2023. Julie Hugues, qui est responsable marché de l'art et clientèle privée chez Hiscox, va nous donner les principaux enseignements de ce classement. Puis ce sera l'interview de la semaine. Nous nous intéressons au marché de l'art impressionniste alors que le mouvement fête ses 150 ans. De nombreux événements célèbrent des peintres comme Monet qui font les ventes les plus retentissantes. Mais qu'en est-il des autres artistes? Les cotes peuvent-elles aller encore plus haut? Autant de questions que nous allons poser à Antoine Le Bouteiller, qui est directeur du département art impressionniste et moderne chez Christie's. Merci à vous toutes et tous qui nous rejoignez. Tout de suite, c'est Art et Marché. Qui sont les 100 artistes contemporains ayant réalisé les plus fortes enchères en 2023? La compagnie d'assurance Hiscox a fait le classement et Julie Hugues est responsable marché de l'art et clientèle privée chez Hiscox est présente avec nous en visio. Bonjour, merci beaucoup d'être là. Alors juste pour les petites précisions, c'est un classement qui a été fait sur des artistes vivants ayant réalisé des œuvres après 2000. Donc par exemple pour les artistes étant nés plus en amont, nous n'avons pas pris en considération les œuvres dans le classement. Et justement, dans ce classement, la tête de liste de ce classement, c'est Yayoi Kusama, une femme. Et c'est un des plus grands enseignements de ce classement, la présence des femmes, n'est-ce pas Julie Hugues? Exactement, oui, merci Sybille. En fait, si on réfléchit un petit peu et qu'on regarde par exemple la base Joconde, qui est la base qui recense l'ensemble des artistes qui font partie des collections des musées français, on va voir que les femmes représentent 6% à peu près des artistes au total. Et le classement qu'on publie aujourd'hui, donc qui est la deuxième édition comme vous le disiez, les femmes se placent pour le coup et représentent 30% des artistes dans ce classement-là. Donc il y a une véritable reconnaissance, une véritable percée. Je pondère un petit peu en disant que l'année dernière, on a déjà publié une première version de ce rapport et on voit que les femmes ont un petit peu perdu de place dans le classement. Elles sont moins nombreuses dans le top 100 en nombre, mais par contre elles ont clairement amélioré leur position et, avec un meilleur classement. Et comme vous le disiez, le plus emblématique, c'est Yayoi Kusama qui détrône, pour le coup elle était deuxième, et qui détrône cette année David Hockney, grâce à des ventes records autour de 80 millions au total et avec une œuvre très prolifique puisqu'on compte à peu près 50 lots. À noter aussi le premier Français qui est une première Française, Claude Lalanne, qui se classe 26e devant son époux François-Xavier Lalanne qui est lui 35e. Et on peut se dire que cette reconnaissance des femmes, elle a été probablement peut-être portée par une programmation muséale ambitieuse ces dernières années. On peut penser à Faith Ringgold au musée Picasso, à Germaine Richier et Georgia O'Keeffe qui ont été à l'honneur au Centre Pompidou, ou encore Yoko Ono à la Tate Gallery. Donc voilà pour cette belle place des femmes artistes dans le top 100. Puis aussi l'autre aspect de ce classement, c'est peut-être des artistes qui sont plus jeunes. Peut-être qu'on peut parler d'une plus grande démocratisation de l'art. Quel est votre regard là-dessus? Oui, exactement. C'est un peu le deuxième enseignement de ce rapport qu'on publie aujourd'hui, et c'est une tendance qui est intéressante. On voit qu'en fait, il y a une double tendance. La première, c'est que les ventes donc les jeunes artistes, c'est ce qu'on va considérer comme des artistes qui ont moins de 45 ans. On voit qu'ils se sont effondrés en volume. On a carrément une chute de moins 45%, mais en parallèle, une augmentation du nombre de lots vendus pour ces artistes-là, qui fait plus 5%. Donc, en fait, on voit qu'ils prennent une place de plus en plus importante en nombre, et notamment sur les œuvres qui sont, on va dire, de l'entrée de gamme avec des tickets d'entrée inférieurs à 50 000 euros, puisque quasiment un lot sur deux vendu qui vaut moins de 50 000 euros et de la main d'un artiste de moins de 45 ans. Donc pour nous, on l'interprète comme un véritable
changement de génération, une nouvelle génération de collectionneurs qui arrivent et qui s'intéressent à des artistes en fait de leur génération, des artistes qui leur parlent, qui parlent le même langage, qui ont la même préoccupation, les mêmes préoccupations qu'eux. Donc il y a une certaine connivence, une certaine connexion. C'est ce qu'on avait déjà observé dans les précédents rapports du marché de l'art en ligne qu'on avait édité. Vous avez cette génération Y qui arrive et, voilà, et qui s'intéresse à des artistes proches d'eux. Et je pense qu'on peut même faire le parallèle avec un peu ce qui se passe sur le marché des véhicules de collection, où généralement les collectionneurs s'intéressent aux voitures en fait de leur enfance, un peu comme une Madeleine de Proust. Donc voilà, il y a cette même logique où on est moins dans la spéculation, voilà, puisque c'est des œuvres de moins grandes envergures en termes de valeur, mais plus, voilà, moins faire des grands coups, mais plutôt des coups de cœur, d'essayer de trouver la perle rare, la star montante. Et c'est ça qu'on découvre dans ce classement du top 100. On voit aussi, par exemple, des artistes assez jeunes comme Dimitri Tcherniak, qui est un Canadien de 34 ans et qui, lui, est spécialisé dans les NFT. Donc, c'est toute cette nouvelle génération qui arrive et qui prend une place grandissante. Je pondère quand même un petit peu mes propos parce que il n'y a aucun de ces jeunes artistes qui est dans le top 5 aujourd'hui. Je crois qu'il n'y en a qu'un seul qui est dans le top 10. Donc, ça reste au sommet, ce que j'appelle une bataille de vieillards, parce que voilà, Yayoi Kusama, elle a 95 ans et David Hockney en a 86. Donc, c'est une percée intéressante, mais relative. Merci beaucoup Julie. Je vous rappelle que vous êtes responsable marché de l'art et clientèle privée chez Xcox. Et tout de suite, on passe à l'interview de la semaine. Le 15 avril 1874 ouvrait à Paris la première exposition impressionnisme et donc nous fêtons aujourd'hui les 150 ans de cet événement. De nombreuses institutions exposent cet art reconnu internationalement. Une vente Christie's vient de s'achever il y a une grande semaine et Antoine Le Bouteiller, qui est directeur du département art impressionniste et moderne chez Christie's, est avec nous. Merci beaucoup. Merci de me recevoir. Est-ce que vous pouvez nous dire, du coup, est-ce que vous avez une conclusion à faire, une analyse de cette dernière vente que vous avez réalisée ? Oui, alors nous avons pu construire une vente dédiée à l'art impressionniste et moderne avec un focus évidemment sur les grands artistes impressionnistes à Paris dans la vente du 9 avril dernier. Nous avons pu construire une petite vente très sélective, mais avec des grands noms comme Sisley, comme Pissarro, comme Morisot, qui permettaient de rendre hommage donc à ces artistes qui ont vraiment produit en France. Et quels sont maintenant les collectionneurs qui sont présents en salle ? C'est vrai que moi, d'emblée, je dirais que ce sont des Américains qui sont passionnés de cet art, mais est-ce que dans les collectionneurs, il y a de toute nationalité ? Quels sont les profils en fait, que vous retrouvez ? Voilà, les profils sont effectivement internationaux. On a une base d'acheteurs basée en Europe. Les Français achètent encore de l'art impressionniste, les Allemands, les Belges, beaucoup d'Anglais. Les Américains aussi sont aussi très présents sur ce marché. Et autant en Asie, nous avions les Japonais qui étaient très actifs dans les années 80. Aujourd'hui, on a vu depuis les années 2010 un regain d'intérêt de la clientèle chinoise pour l'art impressionniste et moderne, qui est aussi aujourd'hui dont le relais est repris aussi par les acheteurs d'Asie du Sud-Est, avec les nouvelles fortunes venues d'Indonésie, du Vietnam ou des Philippines. C'est vrai que quand on parle d'art impressionniste, on a souvent la figure de Monet qui revient, qui fait des prix extrêmement retentissants. Est-ce que c'est encore possible ? Est-ce qu'on doit s'intéresser encore en tant qu'investisseur à cet art ? Comment peut évoluer le marché impressionniste ? Il y a d'autres noms qui peuvent être intéressants pour des collectionneurs qui cherchent à développer leurs actifs artistiques. Oui, alors comme vous l'avez dit, c'est vrai que Monet a toujours été un peu le chouchou du marché. Et la différence entre les prix effectués aux enchères pour Monet et les prix effectués pour ses amis, en tout cas ses acolytes comme Pissarro, Sisley ou Boudin, ont un vrai gap de prix. Aujourd'hui, on est sur un record du monde qui dépasse les 120 millions de dollars pour un chef-d'œuvre de Monet, on est sur un sujet comme les Meules ou la Gare Saint-Lazare, alors qu'en prenant des tableaux du père de l'impressionnisme, Pissarro, Camille Pissarro par exemple,
on a un chef-d'œuvre de Pissarro entre 10 et 20 millions de dollars. Sisley aussi, qui est un nom très fréquent et qu'on revoit dans tous les plus grands musées du monde dédiés à l'art impressionniste, lui aussi est dans des gammes de prix. On peut commencer à avoir un très joli Sisley autour des 200, 300 000 euros et avoir un chef-d'œuvre de l'artiste pour 4 à 5 millions de dollars. C'est des codes qui sont en constante évolution. L'impressionniste a toujours été une valeur sûre, presque une valeur refuge, avec des cotes qui ont été créés dès le début du XXe siècle par les grands marchands qui ont représenté ces artistes comme les Durand-Ruel ou l'Empire Wildenstein ou même la Galerie Georges Petit à l'époque. Ça a été une cote, on va dire, régulière et saine. Et donc aujourd'hui, en investissant dans les grands noms, même comme Boudin, qui est aussi réputé comme Pissarro étant le père de l'impressionniste, on fait des très bons placements finalement, parce qu'on ne parlera pas d'argent à la revente. Oui, parce que du coup, c'est peut-être que le grand nom de Monet va attirer, mais après, il y aura toute son école autour qui peut être intéressant et qui va maintenant plus évoluer. Parce que maintenant, peut-être que Monet ne va plus autant évoluer que les précédentes années. Mais maintenant, ça va être toute son école qui va peut-être prendre de la lumière. On a envie de dire que la cote de Monet atteint un plafond de verre. Finalement pas, qu'on regarde un peu les... on fonctionne en vase fermé. Nous, tous nos artistes sont morts, puis la production est finie. Entre les tableaux qui sont dans les musées, certains musées français donc, qui ne seront plus jamais présentés sur le marché, et les tableaux qui sont dans les collections privées, finalement, peuvent revenir sur le marché. Et au fur et à mesure qu'ils seront représentés, selon l'intérêt et l'importance de ce tableau, pourra prendre de la valeur. Je regardais récemment les résultats atteints par la série des peupliers de Monet qui, dans les années 2000, se vendait autour des 5 millions de dollars. Dans les années 2010, le même tableau pouvait se vendre dans les 12-13 millions de dollars. Aujourd'hui, en 2021-22, le même tableau a atteint près de 45 millions de dollars. Si vous voulez... Et donc finalement, les collectionneurs, les primo-collectionneurs qui veulent acheter du Monet vont se rabattre sur des œuvres sur papier, des petits pastels. Et ce qui est très drôle, c'est que j'ai commencé dans le marché de l'art il y a 15 ans. On achetait un petit papier de Monet pour 50, 70 000 euros. Le même papier vaudrait 1,5 million aujourd'hui. Et ça, c'est dû à quoi? C'est l'attrait, c'est la rareté? C'est dû à la rareté et au fait qu'il y ait de plus en plus de grandes fortunes qui veulent commencer à construire des collections d'art impressionniste et qui se battent finalement aux enchères et font monter les prix. Parce que l'art impressionniste, c'est un must-have, je dirais, d'une collection. C'est quelque chose qu'il faudrait avoir. Oui, je pense que finalement, même si certains collectionneurs commencent par l'art contemporain, viennent des grands noms comme Warhol ou Rothko, finalement, ils veulent revenir un peu aux bases de la production et aux bases des avant-gardes, et donc vont s'intéresser à l'art moderne, donc revenir un peu dans le temps, ce qui fait qu'aujourd'hui, les grands Monnets qui atteignent plus de 100 millions de dollars sont achetés par des grands collectionneurs d'art contemporain. Et on pourrait... Pardon ? Non, non, c'est vrai qu'après je pourrais vous parler des heures d'autres d'artistes qui ont vraiment rayonné autour de ces grands noms, comme je pense à l'artiste Jonkin, qui est un artiste néerlandais, qui lui finalement est pas rare aux enchères. On en voit régulièrement dans les ventes, que ce soit chez nous ou ailleurs. Pour 50 000 euros, on a un très beau tableau de l'artiste, comme celui qu'on a vendu le 10 avril dernier, qui a été acheté justement par un musée français. Parce que justement, est-ce que ça pourrait être... vous avez parlé un petit peu de valeur refuge. En ces temps aujourd'hui dont on parle, c'est avec les problématiques géopolitiques, etc. L'impressionnisme, ça fait partie de ces mouvements qui peuvent rassurer les collectionneurs aussi? Je pense que oui. Alors après, on ne pourra pas... Je ne voudrais pas faire de paris sur l'avenir. Investir dans l'art, ce n'est pas non plus une science exacte, sinon tout le monde le ferait. Mais effectivement, c'est comme l'immobilier, c'est vraiment des valeurs sûres. Vous avez parlé de Jonkin. Est-ce qu'il y a d'autres artistes qui... c'est vrai que le mouvement impressionniste est fermé, mais qui seraient de la même période et qui pourraient être intéressants, qu'on redécouvre aujourd'hui? Alors, il faudrait s'intéresser à Renoir. Renoir, c'est un nom qui est connu dans toutes les têtes. Tout le monde connaît Renoir, tout le monde connaît ses baigneuses ou le Moulin de la Galette, qu'on voit qu'on voit à Orsay, qu'on voit les plus grands chefs-d'œuvre au Metropolitan Museum of Art à New York. Et finalement, on peut commencer une collection d'art impressionniste en mettant entre 50 et 100 000 euros pour avoir un petit bijou de Renoir. Et du coup, ce serait quand même une toile ou ce serait un dessin? Ce serait une petite toile. Ah oui. Pas grande, mais ça peut être un petit fragment. Ça peut être aussi un joli dessin, un joli fusain ou une jolie sanguine autour des 20-30 000 euros. Bien, merci beaucoup Antoine Le Bouteiller. Je rappelle que vous êtes directeur du département d'art impressionniste et moderne chez Christie's. Merci d'avoir été avec nous. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Art et Marché.